Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans la Semaine Éco. Ce soir, on vous parle de votre porte-monnaie, de cette inflation galopante qui est en train de menacer les grandes économies et qui est en train aussi d'appauvrir des parties entières des populations entières. Aux États-Unis, l'administration Biden tente de limiter la casse en baissant les taxes douanières sur un certain nombre de produits importés de Chine. Au vieux continent, on ne sait plus où se donner la tête justement entre le conflit russo-ukrainien et des tentatives jugées non productives pour l'instant par la Banque mondiale, par la Banque centrale européenne pour limiter l'inflation. 10% en Belgique et aux Pays-Bas, 11% en Grèce, 19% en Estonie, selon les statistiques Eurostat, 70%, écoutez bien, en Turquie. En France, 6 Français sur 10 renonceraient à acheter des produits d'hygiène. L'inflation a atteint des niveaux records et dépasse désormais les 5%. Le gouvernement appelle les citoyens à revoir leur mode de vie et leur mode de consommation. Comment en est-on arrivé là, justement? Faut-il avoir peur de cette inflation? Est-elle contrôlable? Et puis, comment s'en sortir? Comment s'en sortir en Algérie? Comment peut-on tirer profit de cette situation pour booster nos exportations vers les pays étrangers? Inflation mondiale, tendance et conséquences, c'est le titre que nous avons choisi pour cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Mohamed Achir. Vous êtes maître de conférence et enseignant en économie à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Monsieur Mostafa Mekidesh, vous êtes expert international et économiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous recevons aussi monsieur Mahfoud Kaoubi, vous êtes analyste et économiste également. Merci à tous les trois de participer à cette émission. Et je commence avec vous, professeur Achir. Comment, j'ai envie de faire appel à votre esprit de synthèse pour nous expliquer pourquoi on est arrivé là aujourd'hui, pourquoi on est dans cette situation où l'inflation galopante est en train de gagner tous les pays. Bon, merci pour l'invitation. Effectivement, l'inflation est en train de gagner tous les pays développés, les pays en voie de développement, et même les pays pauvres. Les facteurs ayant conduit à ce début d'une spirale inflationniste, parce que certains pays ont dépassé les 50% de taux d'inflation. Donc là, on est carrément dans l'hyperinflation. Et certains, quand même, n'ont pas enregistré un tel niveau d'inflation depuis les années 80, comme 8,1% pour l'Union européenne et 8,3% pour les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire depuis 1981, n'ont pas enregistré un tel niveau d'inflation. Donc les facteurs ils sont complexes et énormes. Il y a des facteurs qui sont conjoncturels et des facteurs qui sont structurels. Il y a une conjugaison de facteurs qui se sont succédés depuis notamment la pandémie de la Covid-19. Il faut rappeler que la pandémie de la Covid-19 donc, a poussé la majorité des gouvernements, même des banques centrales des pays développés, notamment la BCE, la Fédérale Réserve américaine, à y aller dans une politique budgétaire expansionniste, c'est-à-dire à recourir à ce qu'on appelle tout simplement la planche à billets, c'est-à-dire des politiques, c'est-à-dire encourageant la consommation, et on refoulit beaucoup d'argent dans le système monétaire. Après, on a aussi cette perturbation des chaînes de valeur mondiales et des approvisionnements qui ont provoqué également certaines ruptures dans certains secteurs, suivi par la suite, bien entendu, par, c'est-à-dire une crise qui a touché davantage les produits alimentaires et le conflit russo-ukrainien. Donc il y a une succession de causes et on peut détailler par la suite le niveau d'influence de chaque facteur. Exactement, nous allons entrer dans les détails, nous allons avoir l'avis de Mostafa Mekidesh, vous êtes expert international et économiste. Ce que nous dit Mohamed Achir, c'est principalement à cause de la crise Covid, post-Covid, et puis à cause du conflit russo-ukrainien. Il y a d'autres raisons, mais je partage tout à fait ce qui a été dit par mon collègue sur le fait que l'inflation, elle est à la fois mondiale et elle est multifactorielle. Elle est mondiale. Vous avez cité un certain nombre de pays pour lesquels donc, il est clair que cette inflation est dans certains cas l'hyperinflation, donc est très forte et on ne sait pas si elle va s'arrêter là ou si elle va encore augmenter.
Et donc, elle est mondiale, elle est en Asie, elle est en Chine en particulier, elle est en Europe, elle est en Amérique, aux États-Unis, elle est en Amérique latine et elle est en Afrique et chez nous, donc dans la région MENA. Et ça, c'est une première caractéristique que nous n'avons pas connue depuis, et ça a été relevé depuis plusieurs décennies, puisque l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis étaient un peu à l'abri de cette inflation, y compris lorsqu'il y a eu les crises les crises financières, la dernière crise financière où l'émission massive de monnaie pour soutenir les banques, il n'y a pas eu cette inflation que l'on connaît maintenant. Ça, c'est une première caractéristique. Alors, sur les aspects multifactoriels, il y a les politiques, le relâchement des politiques budgétaires. En Europe, vous savez qu'il y avait une règle dans les accords de l'Union européenne qui interdisait aux États membres d'avoir des déficits budgétaires supérieurs à 3%. La règle d'or. La règle a été abandonnée. Absolument. Complètement. Les clous, on n'entend plus parler maintenant des clous de Bruxelles, de cette règle d'or. Alors, elle a été abandonnée comme si elle n'a jamais existé, alors que dans nos accords d'association, par exemple, qu'on a avec l'Union européenne, c'est une obligation. Ça, c'est pour dire juste pour la... Et il y a eu donc également le recours, où pour la première fois, la Banque européenne, si vous voulez, la Banque centrale de l'Union européenne, qui est à Francfort, je crois, donc a émis de la monnaie pour pouvoir, ce qui était complètement non orthodoxe en tous les cas, a émis de la monnaie pour pouvoir soutenir les États de l'Union européenne dans la reprise post-Covid. Et ça a été donc 700 milliards, et puis ensuite un peu plus, et puis on ne sait plus à combien ils ont émis. Alors là, donc dès que vous émettez de la monnaie, évidemment, vous créez donc une demande, et les prix augmentent, et l'inflation s'installe lorsqu'il n'y a pas la production qui vient tout de suite après, puisque la reprise de l'investissement va mettre du temps avant qu'il y ait donc des productions qui viendraient, si vous voulez, contrebalancer l'émission de monnaie que vous faites. Donc ça, il y a eu également d'autres effets liés, si vous voulez, à la guerre de Crimée, donc à la guerre d'Ukraine, au conflit russo-ukrainien, qui a créé une deuxième crise, c'est la crise de l'énergie, avec l'augmentation des prix de l'énergie qui rentre, si vous voulez, dans les processus de production et dans les coûts de façon et qui renchérissent les produits qui sont fabriqués dans l'industrie et qui renchérissent également les coûts des carburants pour les consommations finales. À cause de la rarification d'un certain nombre de produits, notamment énergétiques, mais également le blé, on va en parler justement. Nous allons avoir l'avis maintenant de M. Kaoubi. Alors, ce que nous dit Mostafa Mekidesh, c'est que cette crise, elle est mondiale et multifactorielle. J'ai envie de vous poser la même question, mais j'ai envie que vous nous expliquiez peut-être avec des exemples très simples pour le téléspectateur lambda qui est en train de regarder cette émission et de se dire mais d'où sort cette inflation finalement? Pourquoi on est concerné? Est-ce que si j'ai une petite épargne, est-ce que je vais perdre la valeur de mon épargne? Tout à fait. Le plus grand problème de l'inflation, c'est qu'elle impacte les actifs. Les actifs, donc que ce soit immobilier, que ce soit des actifs financiers. Donc il y a une dépréciation des actifs qui se fait de manière accélérée et durable dans le temps. Ce qui a comme conséquence de créer des dysfonctionnements, que ce soit en termes de comportement des individus et des entreprises, donc des anticipations. On épargne moins, on privilégie le court terme sur le long terme, alors que l'investissement, comme l'expliquait M. Mekidesh, est un élément qui se fait dans la durée. Donc on est sur un manque de visibilité qui fait qu'on anticipe sur la perte de la valeur dans la durée, et c'est pour ça qu'on n'investit pas. On a tendance à moins épargner, et on a tendance à moins investir. Et c'est comme ça que l'inflation constitue un élément qui peut être qualifié comme le cancer d'une économie. Donc il symbolise, il affecte le comportement des individus, il affecte l'épargne, il affecte l'investissement. Ce qui, en fin du compte, crée des situations de dysfonctionnement qui dans la durée, pourraient mettre une économie dans la difficulté. Je rajouterai une chose, celle que le phénomène actuel est global, est contagieux, est mondial.
c'est la conséquence de la globalisation et de la mondialisation de l'économie mondiale. Deuxièmement, c'est une économie qui est passée durant une durée très courte par de grands séismes et de grandes crises. La crise des subprimes, tout le monde se rappelle, 2008, donc ce n'est pas très loin dans le temps, et toutes les mesures qui ont été prises par les grandes nations pour sauver le système financier et pour sauver le système d'économie réel. Donc l'intervention des États à travers des politiques monétaires expansionnistes et des politiques budgétaires très permissives. Ce qui était pris comme avec des prévisions très optimistes. Comme quoi, dans la durée, il y aura cette contrepartie physique, donc de la production, qui va contrebalancer cette création monétaire. Or, ce qui s'est passé, le Covid. Donc, une récession et un dysfonctionnement dans l'appareil de production mondial. Et au moment où l'économie mondiale amorçait un retour à la croissance, et au moment où des politiques monétaires étaient prises, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, pour mettre de la monnaie et prévoir une contrepartie dans la durée, c'est à ce moment-là que l'économie mondiale est touchée de plein fouet par un conflit ukraino-russe dont les conséquences sont deux. Renchérissement du pétrole et du gaz, des prix du pétrole et du gaz, et renchérissement des produits alimentaires. Et c'est comme ça qu'on a un phénomène qui s'accélère rapidement et qui touche pratiquement toutes les régions du monde. Et nous allons prendre un exemple, justement. Nous allons voir un reportage sur un pays que nous connaissons bien, la France. L'effet de cette inflation se fait sentir sur le pouvoir d'achat des citoyens. Vous allez le voir, les conséquences, ou les consommateurs plutôt, n'arrivent plus à remplir leur caddie, ni à faire le plein de leur voiture. La politique de planche à billets engagée par la Banque centrale européenne n'a pas produit l'effet escompté. C'est un reportage signé notre correspondante à Paris, Afef Blouchette. C'est un été marqué par une hausse jamais atteinte en France du taux de l'inflation depuis près de 40 ans, amorcé déjà par une longue séquence Covid, aggravée par la guerre en Ukraine. Ce taux a dépassé la barre symbolique de 5% en mai pour être à 5,2% sur un an. Mais une autre raison explique cette accélération. Après, on peut se dire effectivement qu'il y a eu une politique d'argent facile en Europe. Est-ce que ça n'a pas un peu alimenté l'inflation aussi? Parce que quand vous faites trop de création monétaire et que cette création monétaire, en fait, elle est supérieure à la production des biens et des services, ça peut être aussi une des raisons. Une inflation qui pèserait sur le portefeuille du Français avec un surcoût moyen de 90 € chaque mois, réparti essentiellement entre énergie, alimentation, services et produits manufacturés. On le voit, on voit les prix partout. C'est doublé, moitié. Donc c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Je vois bien la différence. Il y a bien des tarifs qui ont changé, qui ont bien augmenté et surtout des produits qui ont disparu des rayons. Alors, ce qui m'inquiète sur le débat global, c'est que je pense qu'il y a une certaine catégorie de personnes pour lesquelles ça peut vraiment avoir un effet, véritablement avoir un effet, et sur lesquelles c'est compliqué de juguler et d'apporter des signaux à tout le monde. J'ai une amie, par exemple, avec l'augmentation des prix, le prix de l'essence notamment, elle est obligée de ralentir pour économiser l'essence, donc pour être sûre d'avoir suffisamment à la fin du mois. En effet, avec 20% de hausse, les carburants contraignent déjà à acquitter en moyenne 27 € de plus par mois. Et l'une des réponses envisagées par le gouvernement est une augmentation des taux d'intérêt de l'épargne, une solution d'équilibre fragile d'après cet économiste. C'est un jeu d'équilibre. Les États-Unis ont commencé ces derniers temps. Eux, ils ont choisi d'augmenter les taux d'intérêt. L'Europe va certainement suivre, mais la difficulté en Europe, c'est qu'on a des pays qui sont très fortement endettés aujourd'hui. Et si vous augmentez trop les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la dette va rester soutenable ou pas, en fait? Et la France fait partie des pays qui sont aujourd'hui les plus endettés en Europe. Restent les questions des stocks, qu'ils soient énergétiques ou alimentaires. Par exemple, les grandes enseignes de distribution reconnaissent être entrées dans un pilotage à flux tendu de ces stocks et des quotas d'approvisionnement par région ont été mis en place par les fournisseurs de matières premières.
Voilà pour ce reportage signé Afef Blohouchet. Moustapha Mekidesh, vous avez suivi avec nous ce reportage et on annonce, les grands analystes aujourd'hui annoncent que ce n'est que le début. On n'a pas encore atteint le pic de cette inflation. Tout à fait. D'ailleurs, ça s'est généralisé à l'Union européenne puisque la France avec 5,2% d'inflation, mais quand on voit l'Allemagne 8,7%, l'Espagne 8,5%, l'Italie 7,3%, et pour ne pas parler de la Turquie que vous avez indiqué tout à l'heure à 72,5% d'inflation. Et ça c'est vraiment donc une situation qui est extrêmement dangereuse. Alors, elle est dangereuse, donc il va falloir donc mettre en place des solutions, des éléments de solution. Alors, donc dans le reportage, donc l'économiste français disait donc on va suivre les États-Unis en relevant les taux d'intérêt, parce qu'en relevant les taux d'intérêt, vous aspirez, si vous voulez, une partie de la masse monétaire vers... Est-ce que c'est vraiment une solution d'augmenter les taux d'intérêt? Oui, donc c'est une solution que les économistes préconisent, mais en même temps, ça va diminuer, si vous voulez, vos capacités à investir pour sortir. Vous allez donc vous installer dans une situation qui risque d'être de ce que les économistes appellent la stagflation, c'est-à-dire que vous avez une inflation qui va être durable et qui vous ne donne pas si vous voulez, les taux de croissance suffisants pour pouvoir prendre en charge les besoins sociaux. Et ça, c'est une... Alors, en ce qui concerne l'Algérie, puisque c'est notre pays qui nous intéresse... Nous allons parler de l'Algérie dans la dernière partie. Je reviens vers vous, Mohamed Achir. Augmenter les taux d'intérêt, est-ce que c'est une solution ? Bon, augmenter les taux d'intérêt de manière contrôlée, c'est-à-dire c'est très difficile. L'inflation constitue d'abord un déséquilibre global de l'économie. Et le déséquilibre touche tous les actifs. Et même c'est toute une partie de richesse des épargnants qui va être transférée aux emprunteurs. Donc c'est ça le dilemme de l'inflation. Et maintenant, les équilibres sont interconnectés entre l'investissement et l'inflation. Maintenant, il faut jouer d'abord soit par rapport à l'assèchement d'une partie de la masse monétaire avec une augmentation relative des taux d'intérêt, tout en contrôlant un peu l'impact de cette augmentation sur les comportements, les anticipations des investisseurs, que ce soit des investisseurs en capital, les actifs en bourse, etc., les détenteurs de capitaux, que ce soit aussi sur la sphère réelle en termes de la production, de la création de richesses. Donc là, les arbitrages doivent se faire avec un mix, c'est-à-dire un mix coordonné entre la politique monétaire et la politique budgétaire, de façon aussi à ne pas créer une récession. Parce que si on augmente les taux d'intérêt d'une manière importante, on va risquer la récession. Et la récession, elle va conduire à quoi? À un phénomène qui est encore plus grave, c'est la stagflation. C'est-à-dire on va vivre l'inflation avec une stagnation de la croissance et un grand chômage. Et ça, c'est le risque. D'ailleurs, c'est un peu le spectre actuel pour certaines économies développées. Donc, c'est des arbitrages un peu difficiles à faire, mais ce qu'il faut dire, que les facteurs, effectivement, ils sont multiples, mais il y a une grande responsabilité des banques centrales. C'est une grande responsabilité des politiques monétaires. Et on essaie d'ailleurs un peu de trop braquer les projecteurs sur la crise russo-ukrainienne, sur la crise alimentaire, alors que ce n'est pas vraiment lourd de conséquences. Ce n'est pas un facteur principal déterminant, ce n'est pas vraiment une variable déterminante de ce niveau d'inflation. Facteurs d'ordre exogène. Et surtout la gestion, les politiques monétaires, les politiques budgétaires. Il y a une chose, les banques centrales des pays développés, notamment la BCE et la Fed, ont considéré qu'ils pouvaient reproduire le même scénario post-crise des subprimes de 2008. Parce qu'après 2008, il y a eu cette politique expansionniste, etc., mais ça n'a pas créé d'inflation. Mais là, surpris par une inflation. Pourquoi? Parce que la reprise économique
n'a pas suivi, c'est-à-dire ce niveau d'émission et d'achat d'obligations par les banques centrales. Donc c'est tout ça. C'est tout ça. Et avant de vous poser cette question sur la possible création peut-être d'une politique de solidarité internationale, parce qu'on voit ce qui se passe par exemple aux États-Unis, ce qui se passe en France, etc. J'ai envie de vous poser cette question, Monsieur Kaoubi, restant dans les solutions. Faut-il indexer les salaires sur le taux d'inflation? Est-ce que c'est une bonne ou c'est une fausse bonne idée? Pas tout à fait. En tous les cas, il y a des divergences. Parce que le salaire est une contrepartie du travail. Et de un. Et donc l'indexer au taux d'inflation serait pervertir la logique même du salaire. D'accord ? Donc, c'est considérer le salaire uniquement comme un pouvoir d'achat et ne pas le considérer comme un coût de la production. Parce que sinon, on est dans une spirale qui ne se termine pas. D'ailleurs, je suis d'accord avec vous parce que c'est ce que les syndicalistes appellent, c'est une grande revendication syndicale, c'est l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire finalement d'avoir, de lier, si vous voulez, les salaires, l'augmentation des salaires au minimum à celui de l'inflation. Donc ça, c'est effectivement, c'est un élément de négociation salariale entre les partenaires sociaux. Oui, vous avez tout à fait raison. Et donc les écoles sont là. Est-ce qu'on négocie par rapport à un taux d'inflation ou par rapport à un taux de croissance, etc. etc. Et là, donc, pour vous dire que la question de la lutte contre l'inflation est assez complexe et n'est pas lié à un seul élément. Donc, il y a un package de mesures qui doivent être pris de manière, avec un dosage précis, pour que l'équilibre entre la mobilisation de l'épargne, entre la relance de l'investissement, soit respecté. Parce que pourquoi on demande de revoir le taux d'inflation? Pour créer un effet d'éviction pour l'investissement, au lieu de maintenir la consommation dans une spirale qui alimente l'inflation. Et donc, de donner la priorité à l'investissement, donc dans la durée, au lieu de privilégier les logiques spéculatives et les logiques immédiates. Et c'est dans des milieux, les économies sont différentes. Les économies qui sont ouvertes, basées sur du marché financier, où la circulation de l'argent, des capitaux est très mobile, c'est différent que dans la situation d'économie fermée où les marchés sont éphémères et qui ne constituent pas un élément important. C'est pour cela que si on se réfère aux décisions qui ont été prises par la Fed le mois de mai 2022 et qui sont de doctrine principalement monétaire ou monétariste, on peut mesurer les enjeux et l'importance de mesures certes difficiles, certes amères, mais qui, dans la durée, visent à rétablir les équilibres et de revenir à des situations d'équilibre de marché qui privilégient la production et qui permettent de maintenir la croissance dans la durée. Monsieur Mekidé, ce que nous dit Monsieur Kaoubi est très important. Il nous dit qu'il faut un package, il faut un dosage précis parce que chaque situation, dans chaque pays, nous avons pratiquement une situation différente. Mais parlons des États-Unis parce que c'est un exemple très important. Le pays capitaliste par excellence où on voit une sorte d'interventionnisme de l'État. Biden, le président Biden qui reçoit Jérôme Powell, le président de la Fed. D'un point de vue symbolique, c'est extrêmement impactant. Non, mais je crois que c'est la fin du consensus de Washington qui nous a été appliqué avec les programmes d'ajustement structurel qui ont laminé, je vous rappelle, entre 1994 et 1998, notre économie et notre société avec des emplois qui ont été perdus, des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui ont été des entreprises, des milliers d'entreprises dissoutes. On nous a appliqué cette thérapie, eux-mêmes la remettent en cause. Donc il y a, si vous voulez, un paradoxe là-dessus que vous avez bien fait, M. Kaoubi, de mettre en évidence, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, ce qui n'est pas bon pour les autres est bon pour nous. C'est-à-dire que le fait que l'on dégage, pour la première fois dans l'histoire, où on fait intervenir les banques centrales pour financer
pour financer les budgets, alors qu'il y avait une étanchéité entre que les budgets donc n'étaient pas du tout susceptibles d'être financés par les banques centrales de cette façon-là. Et aux États-Unis, donc on a ouvert les vannes également en Europe. C'était donc l'explication, c'est dire on a connu une situation historique atypique avec le Covid. On va donc aider l'ensemble des entreprises, des activités, l'économie réelle à redémarrer. Sauf que l'investissement, l'argent que vous donnez, c'est une promesse de production ultérieure qui n'est pas faite dans le temps court, c'est dans le temps long. Et ça n'a pas produit, est venue la guerre maintenant. Donc on s'aperçoit que l'endettement qui a été fait, le grand problème si vous voulez, de l'économie mondiale, c'est de retrouver ses équilibres et sa croissance. Et on n'y est pas du tout sur ce chemin vertueux. Monsieur Haché, je vous laisse terminer avant de vous poser la question à Monsieur Haché, parce que vous venez de mettre le doigt sur une question très importante. Si ce n'est pas le consommateur qui paye, Monsieur Haché, c'est le contribuable qui va payer finalement, parce que la facture, elle sera payée que ce soit maintenant ou après. Oui, l'inflation déséquilibre globalement l'économie, c'est-à-dire toutes les parties vont payer l'inflation, mais surtout les épargnants. J'ai dit tout à l'heure que c'est toute une partie d'une richesse d'épargnants qui va être transférée vers les emprunteurs. Et là aussi, parlons des États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas oublier que la première et deuxième vague de la Covid-19 en 2020 a été marquée par un transfert monétaire important vers les ménages. Et la consommation. C'est le fameux chèque distribué par l'administration Trump. La fameuse monnaie hélicoptère. Distribution de l'argent carrément. Encore, les ménages, même les entreprises, ont épargné durant cette phase de Covid. Ils n'ont pas consommé. Enfin, ils ont consommé moins. Donc, on a conjugué, c'est-à-dire la conjugaison de ces deux facteurs, moins de consommation, transfert monétaire, la fin 2020 a créé une situation de demande anormale aux États-Unis. C'est-à-dire, il y a eu l'afflux important vers la consommation. Et ça a poussé les prix vers la hausse. Et c'est un phénomène conjoncturel, c'est-à-dire, on attend à ce que c'est-à-dire la consommation, ou bien l'assèchement de cette épargne et de ce pouvoir d'achat créé momentané, c'est-à-dire fera baisser à très court terme, c'est-à-dire avant la fin 2022, cette capacité de consommation supplémentaire des ménages américains. La même chose pour une grande partie aussi des économies de l'Union européenne. Donc là, c'est un phénomène de conjoncture. On peut le régler. Deuxième phénomène de conjoncture qui a causé l'inflation qu'on peut régler d'ici la fin 2022, c'est les distorsions créées dans la chaîne de valeur mondiale. Il y a un problème des camionneurs, il y a un problème des approvisionnements, il y a un problème de distribution, il y a un problème de main-d'œuvre aussi. Et il y a eu une restructuration de la main-d'œuvre dans la distribution. Donc il y a eu une certaine c'est-à-dire reconfiguration de l'économie en partie. Donc le retour à la normale de ces facteurs conjoncturels va baisser l'inflation relativement. Mais le problème qui reste à régler, c'est le structurel, c'est-à-dire comment gérer ces masses monétaires, comment gérer cette anticipation inflationniste, parce que le phénomène inflationniste est avant tout comportemental. Exactement. Vous avez cité un phénomène conjoncturel qui nous intéresse aussi, et c'est une question que j'ai envie de vous poser à vous deux, Monsieur Kaoubi et Monsieur Mekidesh. Monsieur Haché l'a rappelé, cet engouement, cette envie de consommer après post-Covid-19. Et par exemple, si on peut citer un exemple aujourd'hui, nous avons un problème mondial de semi-conducteurs parce que les usines n'arrivent pas à satisfaire la demande. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il faut, pour augmenter la demande, pour augmenter la production plutôt, il faudrait 4 ans pour construire une usine de semi-conducteurs et il faudrait 2 ans pour construire une ligne de fabrication de semi-conducteurs. Donc, Monsieur Mekidesh ? Oui, c'est ça, c'est le temps long. C'est-à-dire que les investissements, les promesses de reprise de l'économie mondiale qui avaient été affichées au lendemain de la sortie de la crise Covid, globalement, donc les banques centrales ont dit donc nous allons jouer le jeu, nous allons financer, si vous voulez, un certain nombre d'opérations
Donc, et d'abord, nous enlevons donc la fameuse règle de limitation, si vous voulez, du déficit budgétaire à 3% pour ce qui concerne l'Europe. L'Union européenne, mais simplement c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc la reprise économique avec la volonté, si vous voulez, d'une relocalisation des chaînes de valeur, avec la montée des nationalismes et donc des nationalismes économiques, ça a remis en cause, si vous voulez, les logiques de fonctionnement, y compris logistique d'ailleurs, et on s'aperçoit que finalement les promesses donc d'une reprise de l'économie mondiale ne sont pas au rendez-vous, ce qui a aggravé, si vous voulez, cette crise d'inflation. Monsieur Karoubi. Oui, tout à fait. Donc, dans le monde de la production, il y a une certaine rigidité qui n'est pas nécessairement dans le monde de la consommation. Donc, le timing n'est pas le même, le rythme n'est pas le même. Donc, on met plus de temps pour produire que pour consommer. Donc l'acte de consommer est rapide, l'acte de produire est beaucoup plus lent que l'acte de consommation. Et quand on sait que durant une décennie, les politiques monétaires étaient très marquées par de très grandes largesses par rapport à deux crises qu'on venait de décrire, donc les surprimes et le Covid, auquel se rajoute, comme l'a bien précisé M. Achir, donc la destruction des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de transport, de la logistique, la circulation de la main-d'œuvre aussi, c'est quelque chose d'important. Donc tout cela, avec le Brexit aussi. Tout à fait. Tout cela impacte le monde de la production et crée ce déséquilibre entre la consommation et la production, auquel se rajoute encore une fois un conflit qui s'est invité sur la scène géopolitique internationale. Voilà. Donc l'économie qui venait d'être remise de ces problèmes, qui commençait à amorcer, donc une économie mondiale en pleine rémission, qui après est confrontée à de lourds problèmes, que ce soit dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit dans les prix du gaz et du pétrole. C'est important. Justement, je voulais citer cet exemple qui témoigne, si vous voulez, un peu d'erreur de casting qu'ont fait donc un certain nombre de pays, les pays occidentaux, notamment l'Union européenne, lorsque, au sommet de Glasgow sur l'environnement, on interdit donc aux grosses entreprises qui sont dans les hydrocarbures conventionnels d'investir dans le gaz. On dit le charbon, donc on arrête. Vous n'investissez plus dans le gaz et dans le pétrole dans les pays émergents. Et puis, donc, 6 mois après, ou même pas 3 mois après, donc on demande aux pays donc, de fournir du gaz naturel en quantité importante. Alors qu'il y a un discours, donc, si vous voulez, où on a, si vous voulez, surestimé les capacités des énergies renouvelables à couvrir les besoins énergétiques. Il y a eu un peu de vent là, dans la mer du Nord, donc les éoliennes donc, ont été arrêtées. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des politiques de long terme et des partenariats à construire avec les autres. Et que les problèmes qui naissent en Europe ne sont pas uniquement des problèmes pour les autres, mais également les problèmes africains, par exemple, doivent être également pris en compte. Et peut-être, M. Mekides, c'est qu'on n'a pas assez investi dans les énergies dites renouvelables. Oui, parce qu'il y a énormément d'énergie qu'on peut développer. L'énergie de la mer, on peut mettre en place maintenant, les éoliennes sont dépassées. Oui, mais ça, c'est facile à dire. Oui. C'est plus difficile à mettre en place. Absolument, il faut du temps. Vous avez le temps long, c'est ce que disait M. Karoubi. Le temps long, mais c'est ce que je vous dis. C'est que le Conseil mondial de l'énergie a dit de façon très nette dans ses rapports, nous sommes membres... aussi, non, attention, non, je vais être très précis. A dit dans ses rapports, nous sommes membres de ce Conseil mondial de l'énergie, le gaz naturel sera le premier élément du basket énergétique en 2050. C'est ça la réalité des choses. Vouloir considérer que du Belishimsi Wadohaha, donc du jour au lendemain, où on va mettre en place des capacités, si vous voulez, électrosolaires ou des capacités dans l'hydrogène, ou des capacités alternatives, alors que ce n'est pas la réalité. C'est un déni de réalité. Ouais. C'est ça. Je vous dis que c'était fait de manière précipitée. Et à quel coût? Parce qu'actuellement, c'est souvent les budgets de l'État qui couvrent tout à fait. La base de subventions et ça alimente l'inflation. Et effectivement, voilà.
Monsieur Achille, je reviens vers vous. Parlons de l'Algérie maintenant. Il nous reste 17 minutes. On va consacrer à notre pays. On va peut-être rajouter quelques minutes. Allez, pour faire plaisir à Monsieur Mekidesh. L'Algérie, comment peut-on s'en sortir aujourd'hui dans cette crise internationale? On n'est pas les seuls. Le taux d'inflation, je pense, a été établi par la Banque d'Algérie à 9,2%, c'est ça? Oui. En octobre 2021. Octobre 2021. Donc, l'Algérie, d'abord, elle a des avantages comparatifs, notamment énergétiques. Nous avons le prix du gaz 10 fois moins cher que le prix avec lequel est cédé en Europe. L'électricité, on est parmi aussi les 20 premiers pays au monde. Le GPL, on est le premier. Le carburant, etc. Donc l'énergie, c'est très important. Donc on a cet avantage. On a aussi un avantage qui nous épargne un peu une hyperinflation, c'est le coût de main-d'œuvre. Parce qu'il y a une différence lorsqu'on parle de l'inflation, il y a une différence entre le salaire et le coût de main-d'œuvre. L'entreprise, elle voit le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre, c'est global. Et ça constitue dans les pays développés la moyenne de 70% du coût de production, la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre. C'est global, il n'y a pas que le traitement de salaire. Et là, l'Algérie est compétitive sur ce plan-là. Rajoutons à cela, nous avons dans le panier sur lequel est basé le calcul de l'indice des prix à la consommation, environ 40% du panier est subventionné. Donc environ 26 produits, je crois, c'est ça. Donc là, c'est un frein quand même à cette importation de l'inflation. Maintenant, nous avons un autre phénomène, enfin pas un phénomène, mais nous avons un facteur qui est à notre faveur, c'est la montée des prix du pétrole. Donc sur le plan des relations des fondamentaux économique, donc le calcul de taux de change d'équilibre réel, donc TCER, sur lequel est calculé le taux de change du dinar. Donc si on gèle un peu les prévisions, ou bien la feuille de route qui a été fixée par la loi de finances de 2020, concernant un peu la trajectoire de gestion de taux de change, avec une tendance un peu de dépréciation ou d'évaluation du dinar. Donc là, avec la remontée des prix du pétrole, donc c'était un facteur fondamental qui peut un peu stabiliser la dépréciation du dinar ou la dévaluation du dinar. Et si le dinar se stabilise, donc nous allons gagner à quelques points aussi par rapport à cette inflation importée. Donc on peut maîtriser l'inflation. Rajoutons à cela un autre facteur qui est en notre faveur aussi, avec l'augmentation des prix du pétrole. Le FMI prévoit donc une rentrée d'environ 58 milliards de dollars d'ici la fin de l'année comme recette d'exportation du pétrole. Donc cela nous permettra aussi de geler un peu les politiques de financement monétaire de budget. Donc, de stériliser un peu les facteurs inflationnistes. Monsieur Kaoubi, ce que nous dit Monsieur Achille, c'est que nous avons 3 avantages comparatifs. L'énergie, les prix du pétrole repartent à la hausse. Nous avons un coût de main-d'œuvre qui est relativement bas et concurrentiel. Et nous avons un matelas assez solide. Oui, dans l'absolu, oui. Mais par rapport au marché, si on relativise par rapport au marché, à la réalité, je dirais que ça nous donne des conditions de résilience, mais le plus important dans cette équation, c'est de créer des effets d'éviction vers l'investissement. Certes, parce que le prix... Ça, c'est structurel. Tout à fait. Donc, on paye d'une manière ou d'une autre notre inflation, soit par la subvention, qui, dans les conditions d'augmentation de la fiscalité pétrolière, nous permet donc de maintenir les déficits budgétaires à un certain niveau et de ne pas les accroître, mais de consommer à une certaine limite nos réserves de change ou de les préserver suite à l'augmentation des prix du pétrole, mais ça masquerait une vulnérabilité de l'économie nationale. Donc il faut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que sur le plan social, ça nous évite des scénarios catastrophiques jusqu'à une certaine limite, mais je dirais qu'on devrait profiter de cette occasion parce que certes, ça présente des menaces, mais aussi ça présente des opportunités. Et ces opportunités doivent être exploitées pour engager les réformes et aller vers les marchés et créer des effets d'éviction pour régler le problème
de l'inflation de manière structurelle et de créer les conditions d'une croissance durable. Monsieur Mekidesh, vous êtes d'accord? Créer les effets d'investissement. J'ai d'abord des éléments de contexte sur lesquels il faut revenir. C'est que on a rétabli en 2021 donc un cadre macroéconomique assaini ou en voie d'assainissement. Ça, je crois que mes collègues seront d'accord avec moi sur ça. Nous avons eu non seulement donc 4,1%, c'est pas nous qui le disons, c'est le FMI, donc de taux de croissance pour 2021, et nous avons donc rétabli les équilibres. Notre balance commerciale, donc elle a été excédentaire pour une fois, donc il y a des signaux qui témoignent, si vous voulez, d'un rétablissement du cadre macroéconomique, avec évidemment donc l'effet bénéfique que nous avons eu parce que géologiquement nous avons des hydrocarbures, donc nous avons des capacités qui étaient inédites, puisque nous avons notre pétrole se vend à $120 le baril, et notre gaz également a augmenté de façon importante. Donc il y a les possibilités, si vous voulez, en tout cas de maintenir l'inflation à un chiffre. Si on arrive, si vous voulez, à rester dans ce train de long terme, donc à ne pas laisser l'inflation arriver à 2 chiffres dans notre économie, on peut engager le processus d'investissement dans lequel on devra faire une priorité pour pouvoir atteindre des taux de croissance supérieurs à 4%. Parce qu'avec 4%, on est dans une croissance molle. C'est pas suffisant. Si on ne fait pas 8% pendant 8 ans, on ne sera pas un pays émergent, donc on n'aura pas une économie solide. Et là, les politiques de substitution aux importations ont commencé à produire des effets. Et ça aussi, donc il y avait un certain nombre de produits. Je ne parle pas donc des céréales sur lesquelles et sur le colza, etc., sur les choses sur lesquelles qui sont en cours de développement. Mais je parle déjà d'un certain nombre de produits qu'on importait et qu'on pouvait fabriquer localement, mais que les lobbies de l'importation ont pris les hauteurs dominantes de notre économie et on a importé tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un premier élément de la politique. Oui, sur le pharmaceutique, évidemment. Tout ça, ce sont des. Alors, tout ça fait qu'il apparaît donc avec également des changements institutionnels au niveau de la loi sur les investissements qui va être plus flexible. Et celle sur les hydrocarbures, qui a déjà commencé à produire des effets avec les contrats qui ont été signés par Sonatrach, avec l'ENI, qui a été le premier contrat sous l'empire de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, et avec les Chinois donc également. Donc ça témoigne de possibilités de faire de l'investissement une priorité. Et parce que nous avons le temps de pouvoir absorber la crise sociale du fait des recettes que nous avons des hydrocarbures. Mais on doit profiter, si vous voulez, de cette fenêtre pour pouvoir faciliter les investissements, créer un climat d'investissement favorable et développer un certain nombre d'industries. Alors du coup, orienter vers l'export et ne pas reproduire l'expérience donc de l'industrie automobile. Ne pas reproduire les mêmes erreurs, nous dit M. Mekidesh, expert international et économiste. M. Achir, faire de l'investissement une priorité, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire l'enjeu maintenant, c'est d'augmenter l'offre hors hydrocarbures. Si on arrive à augmenter d'une manière structurelle l'offre de production nationale, locale, d'abord, ça va créer un effet d'entraînement pour la croissance économique, donc la création de richesses, donc la création de fiscalité, donc de la capacité budgétaire pour l'État. Donc ça, c'est très important. Donc il faut investir. Et d'autant plus que nous pouvons maintenant nous positionner par rapport aux nouvelles reconfigurations de l'économie mondiale, ce qu'on appelle les chaînes de valeur régionales maintenant, c'est-à-dire le processus de délocalisation, d'ailleurs même le projet de code de loi sur l'investissement, il parle un peu et l'encouragement des investissements qui rentrent dans le cadre de chaînes de valeur mondiales et des chaînes de valeur locales. Donc comment maintenant se positionner avec nos facteurs, avec nos avantages, je dirais même compétitifs, pour capter la nouvelle restructuration des chaînes de valeur régionales, notamment dans le bassin euro-méditerranéen. On aura besoin surtout des Italiens, des entreprises de l'Union européenne à investir en Algérie parce qu'il y a cet effet de proximité, c'est un avantage. Et il y a le coût de l'énergie, c'est un très grand avantage aussi. Il y a le coût de la main-d'œuvre, il y a le coût des matières premières, il y a quand même, et il y a aussi la capacité de financement.
Heureusement aussi, le nouveau projet sur l'investissement, maintenant, même la loi de finances 2021, a autorisé maintenant le financement étranger de l'investissement. C'est déjà bien parce qu'avant c'était une aberration quand même. On ramène des investissements, mais on leur interdit de financer avec leurs fonds propres l'investissement. Donc là, c'est très important, mais il faut maintenir une cohésion d'un mix macroéconomique à la fois budgétaire, monétaire, et ne pas oublier aussi le système de distribution et l'économie informelle. Parce qu'une partie de l'inflation aussi est provoquée par la non-maîtrise du système de distribution nationale, l'absence de la grande distribution. Et qui produit des effets d'inflation d'ailleurs. Moi j'entendais, là je voudrais insister sur ce point. L'Algérie a consacré beaucoup d'argent public pour développer l'arboriculture dans le cadre du programme national de développement agricole pendant une décennie. Et maintenant que les fruits arrivent, j'entendais dans un reportage de votre chaîne, qui disait d'un investisseur dans l'arboriculture du côté de Batna, je crois, qui disait cette année la production a été au top. Sauf qu'on ne voit pas ça chez le consommateur final lorsque vous achetez vos fruits et légumes, vos fruits en particulier. Ça signifie quoi? Ça signifie que les circuits de l'information et l'informel, les circuits de logistique, de distribution et l'informel sont un cancer aussi. Ils doivent être combattus maintenant et normalisés pour pouvoir avoir des relations marchandes qui soient transparentes. Alors, Monsieur Kaoubi, Monsieur Achir nous a évoqué d'abord la chaîne de valeur régionale et Monsieur Mekidesh insiste sur le cancer de l'économie algérienne, comme vous le qualifiez, l'informel. Moi, je dirais, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Il y a un nouvel environnement qui permet de nouvelles opportunités qui n'existaient pas, ça fait une année. Et de l'autre côté, il y a les pouvoirs publics qui ont plus de marge de manœuvre pour amorcer les réformes. Donc le marché informel, on lutte avec des réformes. Des réformes qui touchent aussi bien le système de taux de change que les circuits de distribution, que la priorité donnée au marché. Donc le changement de conception, de comportement et de l'organisation de l'économie. Et je dirais qu'on a beaucoup de retard, dans ces transformations. J'espère que cette opportunité qui se présente sur le plan mondial et certes meilleure marge de manœuvre qui se présente au pouvoir public aujourd'hui seront exploités convenablement pour amorcer les processus de transformation. Mais pas uniquement les pouvoirs publics. Moi, je pense aussi que les acteurs, je pense au secteur privé. Vous avez fait une excellente transition, j'allais vous poser la question. En 2022, moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas une banque privée. Il n'y a pas une seule banque privée. Monsieur Mekidesh, pourquoi je parle des pouvoirs publics? Parce que la loi sur la monnaie et crédit, le projet de loi, j'ai pas terminé, permet justement cette ouverture. Mais un projet qui met 3 ans, on reviendra au code de l'investissement qui a mis 3 ans pour être... Et il n'est pas encore adopté. La même chose pour la loi sur la monnaie et crédit. Quand je parle de timing et de temps et d'opportunité, l'investissement, les opportunités sur le plan régional et mondial ne vont pas nous attendre. Bien sûr. Ils vont aller vers les... Moi, je vais plus loin que vous. Je vais maintenant, pouvoir public, responsabilité, amorcer les choses et mettre les différents acteurs économiques devant les responsabilités. C'est pour ça que je parle de marché. Donc les arbitrages seront faits. Mais le marché, c'est pas uniquement un financement public de l'économie. C'est aussi les encaisses oisives de l'informel doivent être un jour ou l'autre doivent faire l'objet d'un traitement. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis éternellement. C'est un dossier. Il faut que ça soit demain. Et absolument. Il faut que ce soit dans cette situation où il y a un desserrement de la contrainte extérieure. D'aller vers les marchés. Moi, je vais plus loin. Je dis, il faut accorder à nos entrepreneurs la possibilité d'aller investir en Afrique subsaharienne. De les accompagner en Afrique subsaharienne. Pas uniquement de vendre, tout à fait, pas uniquement de vendre des marchandises, mais d'être installé et d'avoir des positionnements stratégiques le long de ces chaînes de valeur, y compris. Donc des chaînes de valeur mondiales. Tout à fait. C'est pas nos taxis. Et non pas rester dans... Et on il n'y a pas d'économie taxique. Mais ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait, si vous voulez, un dynamisme qui a commencé à apparaître
On ne dépassait pas les 2 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, on en est à 5. Oui, mais c'est au pouvoir public de mettre en place les lois. Il y a eu, absolument. Si vous voulez, il faut que sur le plan institutionnel, les choses avancent, mais il faut qu'il y ait, si vous voulez, un consensus, si vous voulez, social, entre les partenaires sociaux, pour pouvoir à la fois protéger le pouvoir d'achat des travailleurs, mais également donc, libérer l'initiative privée, avec donc le fait que l'acte de gestion ne soit plus un acte considéré délictuel lorsque vous prenez un risque, séparé entre la partie délictuelle et le risque de gestion. Et ne pas Parce que pour investir, il faut prendre des risques. Oui, on ne gagne pas à tous les coups, sinon politique, ça se saurait. Nous sommes dans une économie qui est pas mondialisée, mais globalisée, parce que l'économie a toujours été mondialisée. Et puis les investisseurs étrangers ne viendront pas chez vous s'il y a un risque de gestion qui, chez eux, fait l'objet d'une amende, et chez vous, de 20 ans de prison. Je vous donne une dernière fois la parole. Je commence par vous, Monsieur Achille. Vous avez insisté sur le code d'investissement parmi les priorités pour... Oui, il n'y a pas que le code de l'investissement. Le code de l'investissement, la loi sur la monnaie et le crédit, le cadre juridique en général, même sur le domaine privé de l'État, je crois qu'il y a une réforme de cette loi aussi de 2008, et tout ça, même, c'est-à-dire la flexibilité de l'administration, la gouvernance, tout ça, il doit donner ce qu'on appelle la lisibilité. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les entreprises, que ce soit nationales ou étrangères, ils cherchent la lisibilité. S'ils constatent que notre politique économique est lisible et nos projections sont lisibles, les entreprises vont venir investir en Algérie. Et les entreprises locales aussi vont s'engager davantage, ils vont affronter les risques, ils vont gérer les risques, mais pour peu que le cadre justement de l'État leur donne cette lisibilité, cette stabilité juridique et cette sécurité juridique, leur permettant justement eux aussi de faire des prévisions de 5 ans, 10 ans, mais pas c'est-à-dire à court terme. Donc ça, l'enjeu actuellement, l'Algérie doit construire un cadre lisible pour l'investisseur. Lisible, stabilité aussi et visibilité aussi, M. Kaoui. Je dirais plus de marché, une meilleure administration. Mais sans oublier le fait que ce n'est pas parce que vous ouvrez que vous allez transférer les rentes de ce que vous avez de plus précieux. C'est-à-dire, je vais être très direct, lorsque on fabrique de l'acier en Algérie, ou lorsqu'on fait de l'ammoniac, ou de l'urée, ou du ciment, c'est à peu près donc 25%, c'est du gaz naturel. Si vous transférez la rente du gaz naturel à des prix administrés donc aux investisseurs qui viennent, sans répercuter le prix réel du marché, c'est pas sérieux ça aussi. Donc il va falloir faire attention et c'est ça la souveraineté économique aussi. C'est ça aussi la souveraineté économique. Donc on terminera avec ça. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Le débat est passionnant. On aurait aimé rajouter peut-être 1 heure ou 2 avec vous. On aurait dû consacrer plus de temps à l'Algérie peut-être. Une autre fois. Voilà, donc avec mes invités, nous avons essayé de vous expliquer les causes et les conséquences de cette inflation. Je remercie le professeur Mohamed Achille, maître de conférence à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Vous avez insisté notamment sur l'intégration des chaînes de valeur régionales et internationales. Mostafa Mekidej, vous êtes expert international et économiste. Vous avez mis le doigt justement sur une question importante pour relancer l'économie nationale, c'est l'informel. Et puis Mahfoud Kaoubi, vous êtes analyste économique et vous nous avez expliqué un certain nombre de notions et vous avez fait une analyse aujourd'hui de la situation macroéconomique en Algérie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada et Naïma Haouch. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et dimanche prochain en direct pour un autre numéro de la Semaine Éco. Belle soirée.